Donc, l'intitulé, le sujet général de cette présentation portera sur le traitement populiste de la question migratoire en Tunisie. Et j'ai essayé en quelque sorte de trouver une angle un peu différente de ce qu'on connaît sur le populisme et le traitement populiste du phénomène migratoire à travers la combinaison de 2 ou 3 approches de sciences politiques sur cette question. Et je vais présenter tout d'abord le cadre théorique et conceptuel de ma présentation. En fait, pour comprendre pleinement le traitement populiste du question migratoire en Tunisie, il est essentiel tout d'abord d'examiner comment le populisme se manifeste spécifiquement sur le plan du discours et le plan des pratiques du phénomène migratoire, c'est-à-dire comment le populiste comprend et conceptualise le phénomène migratoire avant de passer à la pratique. La première intervention a noté tellement combien le phénomène migratoire est très important dans la société tunisienne. Et donc, je vais dépasser quelques passages sur les statistiques sur ce phénomène pour déterminer le cadre théorique concernant le traitement populiste. Donc, le contexte actuel de la migration est exploité en Tunisie pour renforcer un discours nationaliste souverainiste dans un jeu de domination politique du régime actuel. Et le traitement populiste de la question migratoire est aussi lié au slogan de la redéfinition de la place de la Tunisie sur la scène internationale, notamment en relation avec l'Union européenne. Donc, si le sujet pose la question du traitement populiste au niveau de la conception et au niveau de la pratique, il me paraît essentiel tout d'abord d'encadrer de quoi on parle quand on utilise le terme traitement populiste. C'est-à-dire comment le populiste comprend comprend le phénomène migratoire avant de passer à la conception de la politique publique en matière migratoire. Ce qui nécessite tout d'abord un encadrement du concept populisme tunisien ou populisme dans le contexte tunisien. Depuis l'adoption de la Constitution de 2014 en Tunisie, la Tunisie a été classée dans ce qu'on appelle la zone grise, qui est un terme développé par le politiste Thomas Carothers. Ce terme fait référence à un état d'incertitude concernant l'avenir politique du pays en transition, c'est-à-dire il s'agit d'une transition vers une démocratie ou un glissement vers un régime non démocratique, c'est-à-dire une transition imprévisible. Cette notion de zone grise est utilisée pour décrire la situation de stagnation politique du pays, malgré la mise en place d'institutions et de cadres juridiques nécessaires à un régime démocratique. Face à de telles situations, certains théoriciens comme Farid Zakaria ont proposé le terme de constitutionnalisme libéral pour soutenir comme solution minimale et pragmatique d'ailleurs, comme solution minimale et pragmatique pour gérer de telles situations ambiguës. Tel était le cas de la Tunisie depuis 2014 jusqu'à 2019, avant l'arrivée au pouvoir du courant populiste au pouvoir. Donc ces notions ou ces jeux terminologiques n'étaient que pour sauver le paradigme de transition. Et pourquoi j'aborde cette question? Parce qu'il faut comprendre comment le populisme en Tunisie
a émergé. J'ai commencé par de telles remarques sur le cadre théorique et conceptuel de la compréhension du populisme en Tunisie et ensuite son traitement du phénomène migratoire, parce que le paradigme lui-même de la transition démocratique nous sert aussi de comprendre le populisme. Mais en même temps, il faut déborder, sortir de ce paradigme pour comprendre que le populisme en Tunisie n'est pas seulement le résultat de la transition démocratique, mais n'est pas lié aux variables conjoncturelles post-révolutionnaires, mais elle est aussi liée aux dynamiques pré-révolutionnaires, c'est-à-dire elle est aussi le résultat des régimes politiques d'avant la révolution. Et ce sont des dynamiques qui sont influentes jusqu'à aujourd'hui. Le populisme en Tunisie, en fait, est à la fois le résultat de la crise de la transition, mais aussi de crise de l'État, c'est-à-dire des dynamiques politiques, socio-économiques et culturelles. En quelque sorte, j'ai utilisé le terme de l'inertie démocratique. Et pourquoi j'ai utilisé ce terme ? L'inertie démocratique en Tunisie va bien au-delà des événements, des variables conjoncturelles post-révolutionnaires, celles de la transition, mais aussi étant liée à des dynamiques politiques, économiques et sociales profondes dans l'État et dans la société tunisienne. Et parallèlement, l'analyse du populisme face à la question migratoire doit aussi intégrer dans le cadre d'une transition qu'on peut nommer, était appelée une transition permanente. En quelque sorte, la transition post-révolutionnaire, elle était conjoncturelle, éphémère, une parenthèse fermée, mais il y a eu une transition post-indépendance qui est aussi inachevée, c'est-à-dire les dynamiques sociopolitiques et culturelles d'intégration de l'individu tunisien au statut de citoyen sont aussi des processus inachevés. Et ce sont des variables qui ont influencé le contexte sociopolitique tunisien, socio-économique et politique tunisien, qui ont en quelque sorte créé les variables de l'émergence du populisme en Tunisie. Donc, à la fois au niveau conceptuel et pratique, le traitement populiste de la migration combine des idées dites nouvelles selon le discours populiste, des approches anciennes et des pratiques anciennes. Et bien que le discours populiste prétende que proposer de nouvelles solutions et approches, il demeure essentiel d'évaluer de manière critique les choix mis en place en Tunisie, notamment depuis 2022 et la constitution de 2022 sous le régime actuel. De point de vue méthodologique et d'approche, les approches les plus pertinentes, au moins de mon point de vue, pour voir une vue d'ensemble nuancée et générale sur la situation politique en Tunisie et pour analyser comment la question migratoire a été traitée de manière populiste, et pour voir comment le populisme lui-même en tant que concept peut devenir un levier pour comprendre les dynamiques internes et externes du pays dans le contexte post-révolutionnaire et dans le contexte de la transition permanente, c'est-à-dire la transition de l'indépendance jusqu'à 2011, la transition inachevée, et la transition démocratique de 2011 jusqu'à 2022. Ces approches que j'ai essayé de combiner relèvent de la transitologie critique, de l'approche historique et socio-économique et l'approche de l'institutionnalisme historique pour voir comment les pratiques héritées de l'ancien régime, des anciennes dynamiques socio-économiques et politiques ont influencé la période post-révolutionnaire.
Donc, la première partie portera sur la conception populiste du phénomène migratoire. En revenant aux quelques documents que j'ai pu collecter des tenants du projet politique de Kais Saïd, on peut remarquer que la question migratoire elle est très limitée dans le projet politique de Bina al-Qaïd ou de projet politique de Kais Saïd. Et même, elle n'est pas ni prioritaire et elle n'était pas traitée directement. Elle est à la marge d'autres idées et termes qui sont la souveraineté, la volonté populaire, la justice sociale, économique, la redistribution des richesses, la vraie démocratie, ainsi que d'autres concepts de charge idéologique tels que le Sud global et d'autres idées similaires d'inspiration gauchiste. Du point de vue de l'analyse des politiques publiques, ces idées peuvent être considérées comme étant les nouvelles référentiels de la politique publique en matière migratoire. Dans le sens de Pierre Müller, le référentiel d'une politique publique est constitué d'un ensemble de prescriptions, c'est-à-dire de valeurs, des normes et des images et des représentations qui donnent sens à un programme d'action publique. C'est-à-dire ces idées telles que représentées, développées et formées dans le discours populiste du régime sont supposées d'être le nouveau référentiel qui détermine et forme et encadre la politique publique en matière migratoire. Les référentiels précités peuvent être considérés comme étant le référentiel global, parce qu'on distingue entre un référentiel global, c'est-à-dire les concepts et les valeurs et les normes communs, qui seront être appliqués dans les secteurs économiques et sociaux et culturels. Oui, d'accord, je vais essayer de résumer. Ces référentiels, c'est-à-dire le discours populiste, ont été traduits du point de vue juridique dans la Constitution de 2022. Au niveau de la Constitution, par exemple, je vais citer le référentiel politique, le référentiel de la politique migratoire qui peut englober les droits humains, la souveraineté nationale, la solidarité internationale, l'inclusion sociale, la lutte contre les inégalités, les valeurs démocratiques et l'état de droit. Chaque référentiel dans la Constitution tunisienne de 2022 correspond à un aspect spécifique du phénomène migratoire, tout en restant dans le cadre des principes constitutionnels. On peut aussi ajouter l'histoire constitutionnelle de la Tunisie telle que évoquée dans le préambule de la Constitution, c'est-à-dire la Constitution a cité la Constitution de Carthage, l'abolition de l'esclavage et tout. Il est supposé que ces référentiels globaux se traduisent dans les secteurs économiques, sociaux et politiques et culturels, et aussi dans le domaine en matière de la migration. Mais depuis 2022, il n'y a eu aucun changement juridique des textes relatifs, par exemple, au droit de la santé, du travail des migrants et même ceux liés au règlement de résidence des étrangers en Tunisie. Ce qui peut être expliqué par plusieurs facteurs. Le plus important à ce niveau, en plus de facteurs structurels, c'est-à-dire au niveau des institutions, des procédures, des rapports des institutions, des autorités publiques avec l'environnement socio-politique, marqué par la centralisation de la prise de décision, de la bureaucratisation et la juridicisation de l'action publique, le traitement populiste du phénomène migratoire dépasse les conditions théoriques, pratiques et structurelles de la formation de l'action publique. En fait,
Malgré cet encadrement dans le cadre de la Constitution de 2022, le contenu de l'action publique et de la politique publique dépend du discours politique, populiste et son enjeu politique du pouvoir. Sous cet angle, il est possible de comprendre le discours du président en février 2023 et en forme de mauvaise copie de carbone. Le discours du président Kais Saied a repris la théorie de l'extrême droite du grand remplacement, une théorie complotiste, populiste, qui nous rappelle aussi du discours du régime de Ben Ali, du Tunisien exceptionnel dans son entourage arabo-musulman. Il s'agit dans les deux cas d'un jeu de domination politique en prédéterminant l'élément tunisien à protéger. Et dans les deux cas, ces discours ont donné lieu à des formes qui criminalisent la solidarité avec les migrants. Également, il en découle que la conception populiste du phénomène migratoire déborde toute détermination juridique ou constitutionnelle et tout référentiel commun possible pour traiter des situations humaines vulnérables des migrants. C'est-à-dire le traitement populiste, dans le contexte tunisien depuis 2022, déborde le texte juridique, les valeurs et les concepts en faveur d'une conception populiste, antagoniste, violente et dans un contexte infondé du point de vue des approches qu'il prétend inventer pour traiter cette question. Donc, il y a d'autres aspects à traiter en fait, mais j'essaie de résumer que le cadre général de la production de la politique publique en Tunisie, de la politique publique migratoire en Tunisie, il est totalement, il passe en dehors des structures, des institutions, et ne respecte pas le cadre juridique et constitutionnel, malgré qu'il s'attache au texte juridique, au pouvoir et aux institutions, et pour en quelque sorte mettre en place un jeu de domination qui exploite les émotions, la crise socio-économique et politique dans le pays. Et au niveau pratique de la politique publique, les éléments sont, je pense qu'ils sont très connus. Je vais citer quelques-uns. À travers l'intensification des mesures sécuritaires, les accords de coopération avec l'Union européenne, les accords avec l'Italie, ainsi de suite. Donc, et pour conclure, dans ce cadre de traitement populiste de la question migratoire au niveau de la conception et au niveau pratique, on peut dire que la Tunisie a été et demeure encore diminuée au rôle de police de frontières. Et le populisme des deux rives de Méditerranée n'a fait que transmettre le problème aux rives sud du Méditerranée. Quand le populisme italien a réussi à tenir ses promesses envers ses tenants, celui de la Tunisie envisage l'échec. Il a même aggravé la situation. Et aujourd'hui, les forces de sécurité tunisiennes, on le trouve accusé de crimes de viol, de torture et d'homicide. Et le populisme de transition, que ce soit post-révolutionnaire ou né à cause de la transition que j'ai appelée permanente, c'est-à-dire l'ensemble des dynamiques socio-économiques et politiques
culturelles qui sont encore influentes. Et le populisme des anciennes démocraties partage les valeurs non démocratiques pour produire et reproduire la violence économique, sociale et politique. L'image actuelle est le même de la structuration des rapports nord-sud, et ni la démocratie ou la bouffée démocratique en Tunisie ont changé la donne. Et en Tunisie, les éléments de l'inertie se reproduisent encore, et les acquis même qu'on a accumulés depuis 2011 sont menacés. Donc, les seules victimes seront que les migrants, et on va encore, à cause de cette politique publique en Tunisie, reproduire l'état de vulnérabilité des migrants en Tunisie. Et merci beaucoup.